Aujourd'hui, Élan d'artiste part à la rencontre de l'artiste plasticienne Sophie Langor. Sophie Langor revisite l'histoire de l'art et, en particulier, de l'art populaire. Elle compare le fonctionnement des images d'hier et d'aujourd'hui. La thématique qu'elle traite est féministe et consiste à réinterroger la place de la femme dans l'espace public et son évolution dans le temps. À travers ses œuvres, Sophie Langor transmet le message selon lequel, dans la culture populaire, la femme a toujours été enjointe à se rapprocher d'un idéal de beauté. Mais comment cet idéal de beauté était-il transmis dans l'art populaire du passé ? Existait-il d'ailleurs réellement un art populaire dans le passé ? À quoi ressemblait-il ? L'art n'était-il pas réservé qu'à une élite ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'art populaire ? Élan d'artiste en discute dès maintenant avec Sophie Langor. Élan d'artiste, Alix 2.1. Sophie Langor, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à Liège, votre ville natale, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et j'aimerais commencer avec vous en partageant aux auditeurs et aux auditrices l'une de vos œuvres qui a particulièrement retenu mon attention quand j'ai un petit peu regardé toutes vos œuvres. Et j'aimerais en parler parce que c'est grâce à cette œuvre que j'ai eu envie de vous rencontrer. Et en fait, cette œuvre, elle fait partie d'une série qui s'appelle New Faces. Et qu'est-ce qu'elle met en scène ? On voit en fait deux visages qui sont mis côte à côte. À gauche, il y a le visage d'une vierge, d'une sculpture d'une vierge. Et à droite, il y a le visage de Marion Cotillard. Et alors, ces deux visages ont exactement la même expression. Les yeux regardent tous les deux vers le bas. Le nez, ça reste un nez assez droit. Les lèvres aussi sont entrouvertes. Les sourcils sont exactement de la même taille. Et quand on regarde cette œuvre, on a l'impression que ces deux personnes, que ces deux visages sont soit sœurs, soit la maman et la fille. Et si on regarde la légende de cette œuvre, on voit qu'il est inscrit Vierge polychrome conservée au Grand Cursus de Liège, donc un des plus grands musées de la ville de Liège. Nouveau visage à partir de Marion Cotillard pour Dior. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette œuvre, nous expliquer le concept ? Alors, cette série de photographies, donc j'ai réalisé 14 diptyques, c'est-à-dire 2 photographies côte à côte. Et ça, c'était à partir de 2011 jusqu'à 2013. Au début, je suis partie de photographies en gros plan, de visages d'anciennes statues de vierges, qui sont en fait conservées, mais conservées, c'est un grand mot, au musée du Grand Cursus à Liège. Ce sont des œuvres en fait qui ne sont pas considérées comme œuvres, qui ont été données par les fabriques d'églises voulant s'en débarrasser en fait à l'ancien musée d'art religieux à Liège. Donc voilà, ce sont des productions un peu de la marge, de l'art populaire, etc., dont on ne sait plus trop que faire actuellement, mais qui ont quand même un côté touchant. Ces sculptures étaient produites en grand nombre et étaient un peu maquillées grossièrement. C'est une peinture un peu, voilà, et qui date évidemment. Et donc, les visages sont assez abîmés par le temps. C'était l'époque d'une production en grande série d'icônes religieuses qui ornaient les églises, en fait. On appelle ça une esthétique saint-sulpicienne. Donc, c'est une espèce de néo-baroque, comme ça. C'est un travail aussi d'iconographie et de recherche iconographique, dans le sens où, après, j'ai fait des recherches iconographiques de publicité pour des produits cosmétiques. J'avais remarqué qu'il y avait en feuilletant des magazines féminins, simplement, qu'il y avait vraiment une similitude d'esthétique entre ces publicités. Surtout, par exemple, des publicités américaines. On voit des étoiles dans le ciel, des visages illuminés, un peu New Age, comme ça. Et donc, cette similitude esthétique, je me suis dit, je vais essayer de la faire apparaître, en fait, parce que ce sont des productions culturelles, l'une et l'autre, qui sont produites en grande série, comme j'ai expliqué, fin 19e, pour les statues de vierges. Mais pour ce qui est des publicités de maquillage, c'est actuel. Et donc, l'idée était de montrer qu'à un siècle de distance, cette espèce d'idéal féminin que représente la Vierge Marie, avec toute la question de la pureté, etc.,
restent d'actualité, en fait. Et donc, les images de mannequins et de stars qui posent pour Dior, Chanel, etc., dans ces publicités, ont été retravaillées. Donc, ce sont des photographies qui sont déjà retouchées à la base par la production photographique publicitaire, mais que j'ai encore retouchées en faisant une copie conforme, finalement, des visages des sculptures. Et donc, la photographie dont vous parlez, c'est une publicité pour laquelle Marion Cotillard a donc pour Dior. Et voilà, il y avait les mêmes couleurs, etc. C'est une époque aussi, il faut se remettre à l'époque, c'était 2011. La photographie de mode et la photographie dans l'univers de luxe et de la beauté n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça s'est un peu décomplexé là pour l'instant, puisqu'on voit un peu des corps de toute dimension, de toute forme, etc. Et c'est beaucoup plus inclusif qu'à l'époque, où les photographies étaient toutes complètement léchées, retravaillées, etc., dans une sorte de perfection divine, comme ça je vais dire, puisque c'est le cas. Ce travail-là, il parlait aussi de consommation, évidemment, de comment les femmes consomment aussi par rapport à cet idéal et ces canons. La chirurgie esthétique, évidemment, puisque le travail plastique lui-même était une sorte de chirurgie esthétique, une espèce de photographie faite au bistouri, puisque vraiment, dans Photoshop, on utilise des scalpels, des couteaux, on prend des bouts de peau, on les détend, on les retend. Et donc, c'était une vraie chirurgie esthétique mise en photographie. Et dans le travail conceptuel, évidemment, moi-même, comme copiste, il était question de se conformer à un modèle, en fait. C'est un peu ça dont il est question, avec la Vierge Marie d'une part, avec les modèles de beauté d'autre part, les modèles féminins. Et donc voilà, moi je rejouais en fait ce jeu-là par ma pratique plastique et par mon projet. Donc vous avez dit que vous avez trouvé donc des anciennes statues de vierges qui sont conservées au musée Grand Cursus de Liège, et puis vous avez dit conserver, c'est un grand mot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons qu'un musée conserve des œuvres d'art, et ces statues anciennes en fait ne sont pas spécialement considérées comme des œuvres d'art. Ces sculptures-là sont un peu des sculptures de la marge. Voilà, je les ai trouvées sous des sachets poubelles, etc. Dans des raisins. Oui, c'est ça. Carrément. Et voilà. Après, c'est une belle histoire qui s'est passée parce que suite à mon travail, une jeune stagiaire en restauration les a restaurées et puis après on les a exposées aussi avec les photos. Donc, en fait, chouette. Voilà. Et donc, vous avez travaillé via cette série New Faces sur l'idéal du corps féminin, mais vous avez également travaillé sur l'idéal du corps masculin, je pense, par après, dans une nouvelle série qui s'appelle Glorious, c'est difficile à dire en anglais, Glorious Bodies. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Alors, cette série avec les portraits masculins, cette fois-ci, je l'ai réalisée plus tard, je pense 2 années après la série des Vierges. Et voilà, j'ai un peu réagi, on m'avait dit oui, c'est des visages féminins et les hommes dedans, etc. Comment est-ce que ça se fait que tu n'as pas pris des photos d'hommes aussi, pourquoi les femmes ? Et donc je me suis dit, voilà, je vais prendre ce sujet des masculinités, de la beauté masculine et de la masculinité, qui est un sujet tout aussi intéressant que celui que du côté féminin. Évidemment, on y pense moins puisque c'est un peu le neutre, l'universel, voilà. Et donc, je me suis alors du coup j'ai photographié des sculptures. Donc, c'est un ensemble donc de 13 apôtres et du Christ qui sont présents dans l'église Saint-Nicolas à Eupen. Et donc, on avait un bel ensemble de grands barbus, sauf Jésus qui n'est pas barbu. Et puis, alors, j'ai un peu regardé, je ne les ai pas photographiés directement, j'ai vu qu'ils étaient là. Et puis après, j'ai cherché dans la presse, alors, les photos masculines. Et alors là, j'ai remarqué que c'était vraiment différent comme photographie. Évidemment, les hommes ne se maquillent pas. Et donc, on n'est pas du tout dans le même type de photographie. On est plus dans une attitude, dans une pose, etc. Mais on n'est pas non plus dans une perfection. Quand il s'agit de beauté féminine, de maquillage, etc., on est vraiment dans un lissage au pixel près. Ici, les photographies d'hommes, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une attitude, etc.
Et les modèles ne sont pas du tout retouchés comme les modèles féminins. D'ailleurs, ils ont tous les âges, voilà. Et donc, voilà, la représentation, c'est aussi la représentation artistique, c'est aussi la représentation sociale. Et donc, on voit qu'on n'a pas les mêmes attentes au niveau de l'image masculine que de l'image féminine, en tout cas dans les publicités. Et donc, j'ai pris plutôt... donc là, j'ai un peu regardé... Bon, à l'époque, en 2014, c'était vraiment la mode des hipsters et des barbus. D'accord. Donc, j'ai vraiment eu de la chance, il y avait des barbus dans tous les magazines. Et donc là, je suis plutôt partie de la publicité. Déjà un peu étudiée parce que j'avais vu les modèles des sculptures avant. Et puis après, avec un photographe professionnel. Quand je dis photographe professionnel, c'est un photographe qui n'est pas plastique, qui fait de la vraie photographie, c'est-à-dire qui fait des prises de vue, ce qui n'est pas mon cas. On est monté alors à l'église Saint-Nicolas pour photographier avec des fonds et des lumières les visages des apôtres qui sont des visages, qui sont des sculptures, qui sont signés, parce que c'est Jérémy van Gelselbruyn qui est un artiste baroque de la région qui les a réalisés. Et donc, elles sont placées à 3 mètres de haut, en hauteur. On a pris un petit élévateur et on a photographié les images. Et puis alors là, le travail consistait plus, alors, au niveau des ombres et des lumières, de refaire la même attitude. On a photographié les sculptures avec des cadrages. Par exemple, New Faces, le cadrage était complètement frontal, le point de vue frontal. Et pour les visages masculins, on tourne autour, etc. On refait... C'est amusant comme j'ai dû... De constater que j'ai dû adapter le travail avec une même idée de base parce que la réalité iconographique n'était pas identique, quoi. Sophie Langor, donc les 2 œuvres dont nous venons de parler nous l'ont prouvé. Vous avez pour particularité de revisiter l'histoire de l'art et en particulier l'art populaire et local en comparant les codes iconographiques du passé avec ceux du présent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette démarche ? Est-ce qu'il y a un message derrière en particulier que vous voulez faire passer ? Je ne dirais pas un message, mais c'est plutôt un attachement à des objets que je trouve des objets populaires qui ne font pas partie de la grande histoire de l'art, sans doute. Ou alors parfois aussi d'une histoire de l'art local. J'ai déjà travaillé sur des tableaux dus à des artistes liégeois et liégeoises, tombé un peu dans l'oubli. Il y a un côté local comme ça qui me plaît, un côté un peu désuet. Par exemple, dernièrement, pour une installation, une initiative liégeoise, Art au Centre, où j'ai installé une installation en vitrine. Là, je me suis inspirée d'une ancienne tradition. Ce sont des vases d'art décoratif, tout simplement, mais qui servaient dans la tradition du rituel du mariage. Et donc, c'est ce qu'on appelle les vases de mariée. D'accord. Voilà, en fait, je ne les trouve pas spécialement beaux en tant que tels, etc. Mais ils m'intéressent pour leur forme et ce que ça dit aussi d'une esthétique à l'époque, de ces vases de mariée. Tout qui a eu des grands-parents en ont vu traîner sur les cheminées, etc. C'est quelque chose de très courant ici. Ils étaient produits fin du 19e, début jusque dans les années 40 en France et en Belgique. Et ils étaient offerts lors du mariage. Oui. On en mettait un dans l'église et le couple gardait l'autre et mettait la couronne de la mariée. Et donc ça, c'est tout ce ne sont pas vraiment des œuvres d'art, c'est des œuvres d'artisanat, etc., mais qui témoignent de pratiques et de pratiques culturelles, etc., qui est amusant de réinterroger à l'heure actuelle. Et donc, j'ai revisité un peu l'esthétique de ces vases en refaisant cette fois-ci des vases sculptés moi-même, et où j'ai un peu transformé cette espèce d'esthétique naturaliste, d'ornementation végétale, etc., les roses, les fleurs, etc. Tout ça ressemble à un corps féminin, carrément des trompes, un utérus, etc. Et pour m'amuser un petit peu avec cette idée qui est assez une idée assez à bol, qui est de voir le corps féminin comme un réceptacle ou même si on voit de la philosophie ancienne comme une caverne où se conçoivent les choses, mais
D'accord, oui. Donc là, vous parlez de votre série qui s'appelle Pain Roses, c'est ça? Oui. Et que vous avez sortie en 2021. Et c'est vrai que j'ai pu aussi la regarder. Ce sont des vases en porcelaine, qui sont de formes variées. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre la signification et le titre le titre n'aide pas toujours pour comprendre. Mais donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi de les intituler Pain Roses? Alors ça, c'est un petit jeu de mots aussi. Donc en fait, les objets dont je m'inspire, c'est des vases du 19e siècle. Le 19e siècle est le grand siècle du naturalisme et du fait qu'il y a vraiment eu une séparation entre le privé-public avec une assignation des femmes à rester dans l'espace privé. C'est-à-dire que les femmes qui travaillaient avant, etc., ont été invitées à rester au foyer. Et donc, il y a eu une séparation comme ça, c'est ce qu'on appelle la division sexuelle du travail. Et il y a une division comme ça entre le travail de reproduction et le travail de production. Les hommes allant travailler à l'extérieur et les femmes travaillant à l'intérieur du foyer, s'occupant des enfants, etc. C'est assez récent, en fait, dans l'histoire. Donc, toute cette question-là a été abordée par les féministes. On peut lire par exemple Caliban et la sorcière, etc., qui montrent bien tout ce mouvement-là. Et donc pour revenir à notre question... La question c'était pourquoi est-ce que vous avez choisi le titre Pain Roses? Alors, il y a une chanson populaire aux États-Unis qui a été inventée en 1912 lors de grèves ouvrières où les travailleuses demandaient plus de considération, un salaire, donc donnez-nous du pain et des roses. Ah, voilà. Voilà, parce que c'était des femmes qui c'est une des premières révoltes féministes. Et le nom de la chanson a été reprise après pour la marche mondiale des femmes contre les violences, donc dernièrement, dans le cadre d'une reprise de conscience, la vague MeToo, etc., d'une sorte de 4e vague féministe. D'accord, mais c'est vrai que votre thématique, de manière générale, quand on peut voir vos différentes œuvres, est plutôt la thématique féministe, une thématique féministe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler cette thématique? C'est une question très difficile. À vrai dire, on m'a beaucoup dit oui, ton travail est féministe, etc. Mais je sais bien que on a aussi tendance à, dès qu'un corps figure dans une œuvre et qu'il est réalisé par une femme, c'est féministe, ce qui n'est pas du tout le cas. Et tous mes travaux, même montrant des corps et étant réalisés par moi-même qui me revendique tout à fait comme femme, ne sont pas du tout féministes. Mais c'est vrai que cette question de genre, c'est un peu une case, à la case genre, etc., qui est complètement absconde, puisqu'on n'a pas des travaux sur le genre. Voilà. M'a un peu interpellée et j'ai voulu en savoir plus. Et donc j'ai commencé à me renseigner davantage sur les études de genre, les études artistiques en genre, etc. Et donc, parce que j'étais intriguée vraiment par ce côté-là, alors je pense que c'est qu'on réfléchisse en termes et féministe, un travail qui amène un point de vue pour les femmes, pour l'évolution, pour le changement, etc. Pas qu'un travail qui représente des femmes ou qui... Voilà. Il y a bien sûr des sujets qui concerneraient tout le monde, mais qui sont surtout le fait des femmes, par ce dont j'ai parlé d'ailleurs à propos de l'installation Pain Roses, c'est que cette division du public et du privé a fait une espèce de séparation entre des matières, en fait, et des choses qui font que tout dépend de la réalité prosaïque, etc., que les hommes au travail, à l'extérieur, dans l'espace public, ne voient plus ou ne voient pas, et qui échappent à la conceptualisation, en fait, des gestes, etc. Je pourrais expliquer ça, par exemple, avec la remarque de Maria Puig de la Casa, qui dit que les conditions de vie sont des conditions de vue. En fait, il y a des choses qu'on voit par des conditions de vie et qui commencent à avoir une importance, en fait, etc. Et donc, c'est vrai que dans les pratiques féministes, maintenant, puisque là, on parle de féminisme, il y a une espèce de volonté de mise en visibilité, en fait, de pratiques ou de réalités, etc. Alors, c'est vrai que, par exemple, parler de mariage dans mon installation Pain Roses, ça, c'est une question qui n'est pas du tout que féminine, puisque c'est quand même bien les hommes et les femmes qui se marient, et c'est quand même l'institution hétéro
hétéropatriarcale par excellence, si je peux reprendre un concept féministe. Et donc, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, mais le domaine du sentiment, de l'amour, etc., est traditionnellement vu comme réservé aux femmes. Si on prend par exemple l'écrivaine Mona Chollet, qui travaille en sociologie et en matière culturelle, on voit qu'elle s'est intéressée chaque fois et toujours dans ses livres à des sujets qui sont réservés, soi-disant, au féminin, c'est-à-dire la beauté. Il y avait beauté fatale, la maison, chez soi par exemple. L'amour, à réinventer l'amour, etc. Et donc, c'est une tactique féministe aussi de dire, parlons un peu de ces choses qui sont passées sous silence et qui sont rendues invisibles par une espèce de pensée un peu universaliste qui gomme, en fait, tout dépend de la réalité entière. Sophie Langor, j'aimerais revenir un petit peu sur votre œuvre et parler d'une autre de votre série qui s'appelle Drapery. C'est difficile à dire en anglais également, donc drapé, j'imagine. Et alors là, je suis face donc à l'une de vos œuvres qui fait partie de cette série, et on voit une main qui est dans un tissu assez plissé. Et alors, comme légende, il est écrit Hugo Boss Advertising Campaign Spring-Summer 2012. Et alors, voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette série et nous dire un petit peu si elle renvoie à des éléments aussi de l'histoire de l'art ou pas? Donc ici, vous parlez de la légende de la photographie. C'est au départ une photographie trouvée aussi dans un magazine et refotographiée cette fois-ci. La photographie est refotographiée après avoir été plastiquement transformée, c'est-à-dire chiffonnée, parce que je m'intéressais aux reflets qui allaient affleurer sur le chiffonnage de papier. Et donc, si je vole des photos, un peu à gauche, à droite, je les référence quand même toujours parce que c'est intéressant comme de dire d'où elle vient et quelle est la matière réelle de l'œuvre, en fait. La matière sur laquelle je me base, à la fois au niveau du contenu, c'est-à-dire du contenu, c'est un peu stupide de parler de contenu dans ce cas-là, mais au niveau du propos du projet. Et donc ici, ce sont des mains de mannequins photographiées dans des publicités pour des vêtements, c'est-à-dire sur des tissus. Et donc, évidemment, il y a toute une espèce d'érotisation assez forte qui se produit dans ces images. Par exemple, Georges Dudy-Berman a bien étudié que le tissu, le drapé, etc., représentait vraiment le corps féminin. On n'a plus obligé de voir un corps féminin pour... Le drapé devient une espèce de métonymie du corps féminin. Il peut être à côté, juste délaissé là comme ça. Quand vous dites le drapé, vous voulez dire le vêtement que porte le mannequin? Oui, le vêtement drapé, le nœud, le mouvement du tissu. Le mouvement des tissus évoque le corps. Alors évidemment, dans ces publicités-là, on arrive avec tous ces mouvements, etc., puisqu'en plus... dans cette série-là, j'ai provoqué des reflets comme ça qui viennent animer un peu l'image. On est dans une esthétique vraiment baroque, finalement. Le baroque, c'est aussi une espèce de séduction du peuple pour lui faire adhérer à des idées religieuses à l'époque, ici des idées consommatrices. Mais bon, on sait bien que la consommation se base aussi sur des croyances et des choses comme ça. Donc on est un peu encore dans le même univers que dans la série des New Faces, que ça c'était juste après aussi. Et donc ici, en photographiant les mains, en fait, les mains de mannequins sont toujours posées là et sont passives, en fait, dans les images. Mais ici, j'ai voulu les rendre actives, en fait, et on a l'impression, dans le travail plastique du papier, en fait, que ce sont les mains qui sont représentées elles-mêmes qui chiffonnent le papier. C'est vrai. Là, je l'ai face à moi, effectivement. Voilà. On a un peu cette impression-là. J'ai dû en chiffonner beaucoup pour que ça marche. D'accord. Et la main, ça fait référence à quelque chose en particulier? La main, c'est un symbole de pouvoir quand même à la base et de création.
Alors justement, avec ces questions féministes et ces questions de genre, moi je me suis lancée dans une petite étude comme ça sur la figure de la main dans les œuvres d'art contemporain. Et j'ai remarqué vraiment qu'il y avait un changement de symbolique dans la main qui de création arrive à une main transformatrice, donc création-transformation. Et c'est bien ici ce que j'ai voulu faire aux mains, les faire transformer quelque chose et avoir un rôle actif. Et puis un changement aussi symbolique dans le sens où ce n'est plus le pouvoir, mais c'est plutôt la puissance d'une matière, d'un matériau, etc. Bon voilà, tout ça s'explique par un changement d'ordre d'idées, des changements épistémologiques dans les manières de considérer les relations entre le corps et l'esprit, etc. Eh bien, Sophie Langor, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et avant de terminer, j'aimerais aborder avec vous des questions qui ont souvent été posées par le journaliste et écrivain Bernard Pivot. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, je me souviens. C'était le présentateur des émissions cultes, Apostrophe et Bouillon de Culture. Et alors, donc, il présentait essentiellement des écrivains et leurs derniers bouquins de manière assez amusante. Et il terminait systématiquement ces interviews par 5 questions. Et je les trouve chouettes, donc j'ai envie de vous les poser. La première, c'est quel est votre mot préféré ? Alors là, c'est quand même mon mot préféré. Vous me surprenez, je suis un peu... je réfléchis un peu. Prenez le temps qu'il faut. Mon mot préféré. Je dirais, je ne sais pas, par exemple, la vue. La vue ? Je suis passionnée d'images. Je crois qu'il me faut ma dose d'images à regarder, à contempler tous les jours. Super. Et le mot que vous détestez ? Discipline. Discipline ? Oui, la discipline, les disciplines, les genres, les disciplines. D'accord, ok. Votre drogue favorite ? Le vin. Le vin ? Oui. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Mon Dieu. Mon Dieu. D'accord. Qui pourrait illustrer un nouveau billet de banque ? Je ne sais pas, moi, la figure de Job, sans doute. La figure de Job ? De Job qui vivait dans un tonneau, le cynique. Job le cynique. D'accord, super. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette conversation. Sophie Langor, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci aussi. Vous venez d'écouter le 4e épisode d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez m'écrire à l'adresse elandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.